non pas aux conséquences de la finance ou aux dérives de ses acteurs, mais à ses techniques, à son ingénierie. Comment poétiser le surcodage mathématique de la discipline financière pour le libérer de son usage? Je veux dire, pour le libérer sans le détourner ni le rendre plus opaque encore. Prenons le modèle de valorisation d'une option financière, celle de Black, Scholes et Merton, qui leur ont valu quand même le prix Nobel. Rares sont les auteurs de fiction qui intègrent ce type de modèle. On peut les comprendre. J'aurais moi-même quelques réticences à les intégrer dans une fiction, de peur de rebuter le lecteur ou la lectrice. Ce qui soulève, soit dit en passant, l'épineuse question de mon avidité. Une avidité assez similaire à celle du financier finalement. Vendre un maximum de mon produit, un maximum de mon exemplaire papier tout en critiquant l'accumulation du capital, me confortant dans l'idée que je suis l'admirable littéraire prônant la nécessaire décroissance, alors que le financier, lui, est le cynique technicien qui accélère toujours plus la délirante croissance. Je pourrais même aller jusqu'à émettre l'idée qu'il y a trop de production à chaque rentrée littéraire, qu'il faudrait peut-être la réduire, cette production, cachant le secret désir d'être de ceux qui resteront après la réduction, souhaitant la disparition des concurrents. Il paraît qu'il y a un auteur à succès qui a demandé un tirage limité pour soutenir la décroissance prônée dans son livre, aidant ainsi à la diversité plutôt qu'à la réduction des têtes. Je ne sais toujours pas qui c'est. Je trouverai. Passons. Je ne suis pas sûr que ce sujet m'intéresse. Enfin, je veux dire intellectuellement. Le sujet m'intéresse prosaïquement, bien sûr. Je ne cache pas que j'aimerais être cet auteur à succès qui demande de faire un tirage limité pour soutenir la décroissance que je prendrais dans mon livre, aidant ainsi à la diversité plutôt qu'à la réduction des têtes. Mais le débat heuristique est glissant. Revenons à notre question, celle de savoir ce que peut l'écriture littéraire quand elle s'intéresse à son ingénierie, au mouvement brownien par exemple. Les cotations des actifs boursiers sont modélisées par des mouvements aléatoires sans fin, mouvements sur lesquels Albert Einstein s'est lui-même penché pour modéliser ceux d'une particule diffusante. Le mouvement brownien est idéal pour modéliser celui des cours de la bourse. En tout cas, la pensée dominante le propose-t-elle ainsi? Ou l'impose-t-elle? À tort ou à raison, nous le verrons bientôt avec notre invité, Elie Ayash. Mais pour la majorité, c'est le meilleur modèle. Ce mouvement peut être défini comme un processus stochastique, un mouvement aléatoire qui est fonction du temps, appelé aussi marche aléatoire. C'est-à-dire constitué d'un ensemble de pas montants ou descendants, indépendants les uns des autres, mais dont chaque déplacement ne varie pas plus de la longueur d'un pas, un peu comme la marche d'un ivrogne titubant, dont la variation est inférieure ou égale à son enjambée maximale. On sait que l'ivrogne peut aller dans n'importe quelle direction, mais pas à n'importe quelle distance d'un coup. Une seule enjambée, pas plus. Et si cette marche est douteuse, elle n'est pas absurde. L'ivrogne est un ivrogne assez stable dans son ivrognerie. Il boit la même quantité toutes les nuits, ses jambes ont la même longueur, et sa volonté de rentrer avant l'aube est toujours aussi tenace. La marche fluctue, elle se cherche continuellement, comme mon outil principal. La phrase qui se cherche, qui cherche. Attention, je parle bien de la phrase, pas de l'auteur. Je ne voudrais pas comparer l'auteur à un ivrogne. L'auteur, lui, reste lucide, autant que faire se peut, bien sûr, autant qu'un auteur peut le rester pendant des années sur un même sujet, autant qu'un acteur de la finance peut l'être, qu'un opérateur de marché peut l'être. Non, je parle bien de la phrase. Celle-ci peut faire un pas de côté imprévu afin de proposer une image, une digression, voire une autocorrection. Mais l'amplitude aléatoire de cet écart n'est pas absurde, elle n'est pas supérieure à un écart raisonnable. L'écart est raisonnable parce qu'il est imposé par l'écriture, par son inertie. L'écriture suit un fil, s'écarte un temps pour revenir sur l'objet, la problématique, celle de savoir ce que peut l'écriture littéraire quand elle s'intéresse à ses techniques, à son ingénierie. Aux produits dérivés, par exemple. Les produits dérivés représentent davantage que l'ensemble des devises en circulation dans le monde. Plus de 700 000 milliards de dollars en 2014. La manière la plus simple de définir un produit dérivé est le pari. Parier sur la hausse ou la baisse d'un actif sous-jacent. L'actif peut être une action, une obligation, une devise, un taux,
un indice, la météorologie, n'importe quoi au fond. L'un des produits les plus répandus, c'est l'option. L'option confère le droit, mais non l'obligation d'acheter ou de vendre un actif à une date et à un prix défini. Mais l'option elle-même est devenue un actif sur lequel on a pu parier. Un dérivé peut donc devenir un actif. Mais un actif peut devenir un dérivé de lui-même. Il est dérivé de ce qu'on estime qu'il vaudra plus tard. Ça se mord la queue, peut-être, je ne sais pas. Encore une fois, Elie Ayash vous l'expliquera bien mieux que moi. Selon lui, le marché des dérivés fait appel à une logique inédite, différente de celle qui se base sur ces mouvements aléatoires. Et si, dit-il, le marché des produits dérivés était lui-même la nouvelle technologie censée remplacer l'entière catégorie de la probabilité, littéralement la technologie du futur. L'écriture littéraire peut-elle nous aider à penser cette nouvelle technologie? Elie Ayash parle du devoir de raffinement de la littérature des produits dérivés. Il me vient, dit-il, l'idée que la littérature des produits dérivés devrait être d'un grand raffinement. On devrait concevoir un ouvrage qui commencerait dans l'écriture et dans le raffinement de l'écriture et où le marché serait d'emblée envisagé comme un livre. Elie Ayash suit son propre appel puisqu'il pratique l'écriture de création depuis plus de 30 ans. Des essais aussi monumentaux que singuliers, dont The Blank Swan, qui présente, entre autres, une vision révolutionnaire de la valorisation des produits dérivés, The Medium of Contingency, qui creuse encore plus la façon dont nous devons repenser le marché. Il est aussi l'auteur de nombreux articles scientifiques dans la très spécialisée revue Wilmot. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il pratique l'écriture moins pour éclairer la connaissance de l'amateur que pour renouveler la pensée de ses homologues. Il interroge la nature même du marché, révélant le marché comme une force créatrice d'un absolu ontologique. Ce n'est pas en probabilité, au pire par hasard, que l'argent sera gagné sur le marché, mais en dehors de la probabilité, dans un milieu et un continuum, et je ne peux trouver meilleur moyen que de le comparer avec le média de la création d'œuvres littéraires. Elie Ayash propose un processus qu'il appelle processus de recalibration, mais qu'il appelle aussi processus d'écriture, où il définit l'écriture non pas uniquement comme l'inscription de données numériques dans le temps, pas uniquement comme le récit des opérateurs de marché engagés dans un acte d'achat et de vente, mais comme ce geste qui va sans cesse échapper à tout cadre dans lequel on avait prévu qu'elle serait. Et Elie Ayash ajoute le geste à la parole, puisque son entreprise Ito33 développe des algorithmes de valorisation en minorant le mouvement stochastique et en majorant la surface des données du marché. Mais alors, et je demandais à Elie, c'est quoi l'invariant, le modèle, la loi, la science? Qu'est-ce que le logiciel prévoit? Rien, a-t-il répondu. À chaque fois, je brûle l'étage de ma fusée pour avancer d'1 mètre. Tout ce que je peux offrir, c'est que les prix des produits dérivés soient cohérents entre eux, ce qui est déjà pas mal. Alors, c'est un modèle moins délirant que les autres, ai-je demandé? Aussi délirant que la bourse peut l'être. J'espère juste ne pas être plus délirant que la bourse ne l'est déjà. Et c'est un être de fiction qui a aidé Elie Ayash à délirer, alors cette fois au sens deleuzien du terme, sa vision du marché. Un écrivain imaginaire qui plus est, Pierre Ménard, auteur de Quichotte. Alors même que la nouvelle de Borges ne traite pas de la finance, à part une mystérieuse allusion à un Don Quichotte à Wall Street, elle retrace la vie et l'œuvre d'un romancier français qui a pour improbable projet la réécriture à l'identique du premier livre du Don Quichotte. Son admirable ambition était de reproduire quelques pages qui coïncideraient mot à mot et ligne à ligne avec celles de Miguel de Cervantes. Alors, par quel procédé irréaliste parvient-il à réécrire à l'identique le Quichotte sans le copier? On l'ignore. On sait juste qu'il éprouve l'écriture dans un processus d'engagement avec le temps, dit Elie, mais plus encore une écriture qui privilégie les espaces au temps continu, des espaces-temps. Quand on constate que le Quichotte de Cervantes n'est que chronologiquement, c'est-à-dire accidentellement, antérieur à celui de Ménard, on se rend compte que l'accident du temps n'est pas sérieux. La façon dont nous ramenons l'indépendance temporelle du marché dans le processus temporel inévitable, c'est par la réplication dynamique, selon moi. La réplication dynamique. C'est ce que je me suis proposé de faire pour m'imprégner de la pensée d'Elie Ayash. Chercher une stratégie d'écriture pour me couvrir dynamiquement de la complexité de sa pensée, comme quand on couvre un produit complexe qui doit être mené à terme sans perte. On duplique dynamiquement le produit, on achète ou on vend sur le marché le sous-jacent
pour couvrir les pertes du dérivé. Il s'agissait pour moi de reproduire le mécanisme de cette couverture en prenant des positions similaires, contraires ou complémentaires aux dires, faits et gestes d'Élie Ayache, de couvrir son apport épistémologique hautement inflammable. Comme la découverte que j'allais bientôt faire. Le mouvement brownien ne peut pas décrire de manière juste les fluctuations du marché. Ce qui remettait en cause le processus même de l'auteur pratiquant une narration spéculative. Je rappelle que le mouvement stochastique de la phrase me paraissait être un des principes fondamentaux. Et ce n'étaient pas les modèles dominants qui auraient pu m'avertir, mais une histoire marginale. Comme l'étude d'une pathologie permet de mieux comprendre les situations normales, disait Jean-Marie Schaeffer, je cite, « De même qu'en biologie, médecine ou encore psychologie, l'étude des pathologies permet de mieux comprendre les situations normales, s'intéresser aux troubles du récit nous permet de comprendre certains aspects centraux des activités narratives humaines. La révélation d'un trouble du récit financier me permettait par conséquent de mieux comprendre certains aspects centraux. Il fallait faire la rencontre d'un trouble fait, je vous le donne en mille, Élie Ayache. Mais écoutons plutôt l'intéressé, puis Yves Citon, qui a eu la gentillesse de nous prêter main forte pour modérer la discussion qui suivra. Merci pour cette introduction. Et je convie les... Allô, vous m'entendez? Je crois que c'est bien. Enfin, moi, peut-être, je fais juste une toute petite introduction qui n'était pas prévue, mais moi, j'ai beaucoup d'abord pour remercier nos organisateurs qu'on entend très, très brièvement. Et moi, si j'ai un regret, c'est pas qu'on vous entende plus, parce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous avez écrit, vous avez réfléchi, etc. Et là, vous avez l'humilité de laisser parler les autres. Il faut absolument faire une autre journée d'études où on vous entende plus vous-même, je crois, parce que je sais que vous avez des choses très importantes à dire. Moi, j'ai beaucoup apprécié toute la journée et ce qu'on a entendu tout à l'heure avec des romanciers qui nous parlent de réécriture de phénomènes économiques et financiers. Bon, moi, j'adore voilà, leur travail. Et en même temps, je trouvais ça assez rassurant. C'était assez rassurant finalement, parce qu'on a Alan Greenspan qui est en train de pleurer ou qui se rend compte qu'il est dans l'idéologie. On a des jeunes filles qui dessinent des chevaux. Alors que là, on va toucher à des choses qui me semblent beaucoup, beaucoup plus inquiétantes, qui me semblent être un peu le cœur de la machine sans cœur, mais vraiment le cœur radioactif de cette machine sans cœur, qu'on peut condamner, dont on peut se dire que c'est une saloperie qu'il faut pendre ou mettre sur des fourches tous les traders ou tous les financiers. Et en même temps, c'est là depuis 300 ans. Il y a quelque chose qui a une puissance, je crois, proprement inconcevable dans cette machine financière. Et moi, je ne connais pas de personne qui a touché d'aussi près ce noyau radioactif et cette puissance inconcevable que ce que j'ai pu lire d'Élie Ayache. Donc pour moi, je suis très, très impressionné par les textes que j'ai pu lire d'Élie, par le fait qu'à la fois c'est quelqu'un qui pratique, donc c'est pas seulement quelqu'un qui regarde de l'extérieur, et des fois quand on pratique on comprend rien, c'est pas la question, mais là c'est quelqu'un qui pratique, qui nous dit quelque chose, qui nous apprend un peu techniquement, tu parlais d'ingénierie et techniquement comment ça fonctionne, et en même temps qui nous tient un discours spéculatif, vu qu'on est là pour parler de spéculation, un discours philosophique, un discours peut-être épistémologique, métaphysique, ontologique, qui est pour le coup très 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 inquiétant. Et alors, et même, j'allais dire, inédit, parce que je sache. Je n'ai pas inventé les problèmes, moi je les ai découverts et j'essaie simplement d'être critique et d'essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans les produits dérivés? Et alors, je ne sais pas si on repart de Pierre. Enfin, là, c'est quand même toi contre truc, donc on t'écoute et après, voilà, on t'écoute. Il faut tout comprendre d'un coup, parce qu'en fait, ça a l'air infini, mais c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour moi, le marché, c'est le produit dérivé. Donc déjà pour clarifier quelque chose,
je suis vraiment un spécialiste des produits dérivés, donc je parle vraiment des marchés financiers dans leur sens peut-être le plus détestable ou le plus parasitaire des termes, mais c'est quand même les produits dérivés. Je ne pense pas personnellement que ce soit parasitaire, que ce soit inimportant, puisque tout simplement, comme Boris l'a dit avant, c'est la technologie du futur. C'est-à-dire, si on se dit le futur fait partie du réel, parce que c'est ça la question, est-ce que le futur fait partie du réel? Voilà, je pose la question à des métaphysiciens ou des philosophes. Si vous dites oui, il fait partie du réel, le futur est massivement beaucoup plus complexe que le réel, parce qu'il est inconnu, donc on ne sait pas. Et donc moi, par exemple, pour vous donner tout de suite le fin de ma pensée, je pense que le marché des produits dérivés, et j'insiste, poussé à la limite infinie. C'est-à-dire pour moi, l'argument crucial, c'est ce que tu as évoqué en disant qu'il y a des produits dérivés et on peut écrire des produits dérivés sur les produits dérivés. C'est ça l'argument crucial. Et que la plupart des gens, même les financiers eux-mêmes, les plus académiques ou même les plus praticiens, ne connaissent pas ou peut-être n'ont pas encore eu envie d'atteindre comme raisonnement. Donc à partir de cette problématique-là qui dit que des produits dérivés peuvent être écrits sur les produits dérivés jusqu'à l'infini, qu'est-ce que ça veut dire en termes mathématiques? Ça veut dire que la volatilité dont Boris a parlé dans son mouvement brownien, qui est simplement la mesure de la variance du cours d'un cours boursier, qui est un paramètre statistique assez simple, va elle-même devenir un actif échangeable en bourse, donc sous la forme d'une option ou d'un swap de variance, etc. Mais dès qu'elle est échangée en bourse, on va écrire un produit dérivé dessus, donc fatalement, la notion de volatilité de la volatilité va intervenir, ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas de fin. Donc on est en train de dire que tout le paradigme statistique qui consiste à dire il y a un générateur aléatoire qui gouverne les marchés ou qui gouverne le monde, puisque le monde est aléatoire, tout ce paradigme-là, qui est finalement ce que les physiciens, comme par exemple Jean-Philippe Bouchot, qu'on a cité ce matin, c'est leur doctrine. Ils pensent que c'est peut-être très complexe, mais ça existe. Il y a bien un générateur aléatoire qu'un physicien va essayer de trouver. Donc mais ça saute, parce que non, parce que si on va jusqu'à l'infini en disant que quel que soit le niveau n, où je m'arrête en disant voilà la distribution de probabilité très complexe déjà à laquelle je suis arrivé, automatiquement on va construire des produits dérivés de rang n plus 1 qui eux-mêmes vont être mis au marché, qui vont créer un aléatoire des paramètres qu'on pensait stables à l'étape d'avant. Donc il n'y a pas. Moi je veux pousser, je spécule métaphysiquement en disant il faut aller jusqu'à la limite, sinon on ne va pas comprendre ce que c'est un marché. Et donc, en poussant jusqu'à la limite, on arrive à une sorte de nouveauté où le calcul de la probabilité et même toute la statistique dans laquelle tous ces problèmes-là sont posés ne peut plus s'appliquer. Donc, il faut autre chose. C'est quoi le nouveau paradigme? Vous savez très bien, par exemple, que la théorie de la probabilité était heuristique jusqu'à ce que Kolmogorov l'ait formalisée en 1933. Donc, toute la finance quantitative qu'on pratique dans les banques est basée sur la probabilité de Kolmogorov. Okay? Mais moi, je pose la question, si maintenant les académiques, les financiers, même les plus sophistiqués, que je rencontre tous les jours, parce que ce sont des clients de ma société, etc., si eux-mêmes devaient prendre trop au sérieux le problème du passage à la limite, ce que je dis, qui est les produits dérivés, écrits sur les produits dérivés jusqu'à la fin, dont je fais la définition même du marché financier, si ça devait devenir la base, quel serait le formalisme? Ça ne peut plus marcher dans la philosophie, dans la probabilité kolmogorovienne. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai un peu le luxe de dire je m'occupe d'un problème pur, qui est donc neutre idéologiquement, parce que je veux résoudre un problème, pas de maths, mais de métaphysique même, en disant c'est quoi ce milieu-là où la statistique n'existe plus. Donc par exemple, moi j'ai été ingénieur, j'ai fait l'école polytechnique, et j'ai été fasciné par la mécanique quantique, pas tellement parce que je veux l'appliquer au marché, bien qu'il y ait des gens qui pensent le faire, mais c'est parce que c'est un exemple où on a été critique de la probabilité de Kolmogorov, on a inventé un formalisme méta-probabiliste, qui est le formalisme du vecteur d'onde, qui permet d'aller au-delà du paradigme kolmogorovien où en fait on sait très bien quels sont les états du monde et on sait très bien quelle est la distribution de probabilité qu'il y a dessus, aussi complexe soit-elle. Dans la mécanique quantique, on va au-delà en disant il y a peut-être des mondes parallèles qu'on veut mettre ensemble et qui seraient incompatibles. Et à partir de ça, il y a un concept supérieur à la probabilité qui est celui de la fonction d'onde qui permet d'articuler des algèbres d'événements incompatibles. Bon, donc moi je pense, je ne suis pas en train de dire le marché financier c'est la même chose, mais je pense qu'il y a une critique de la probabilité pure, formelle, une critique métaphysique à faire dans un sens différent, et je me demande laquelle. D'accord. Et donc moi j'essaye de faire pas à pas pour voir si le béotien arrive à suivre. Donc tous les calculs dominants actuellement se font sur des questions de stochastique, de probabilité, de statistique, etc., de probabilité. Si on pousse à la limite un certain nombre de choses, on s'aperçoit que ça ne tient pas. Maintenant,
une fois qu'on accepte que ça ne tient pas et que ces modèles-là, ils bidouillent, mais que ce n'est pas satisfaisant ni par rapport à ce qui se passe réellement, ni par rapport aux résultats, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on retombe sur tel produit dérivé? Qu'est-ce que c'est qu'un prix? Qu'est-ce que c'est que la valeur, étant donné cette reconfiguration générale dont on a vu la chose très abstraite finalement et très épistémologique? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse encore technologique. Comme vous l'avez dit, ma boîte qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, justement, elle est au cœur du sujet, c'est-à-dire que nos clients sont parmi les hedge funds les plus sophistiqués à Chicago, ailleurs, sur le trading des produits dérivés. Donc tout ce qu'on a pu faire, c'est faire un algorithme qui n'a pas de limite. C'est-à-dire que lorsqu'on peut l'appliquer, il ne nous donne pas la réponse, mais on peut pratiquement l'intégrer à tout niveau du marché. Si on est déjà au niveau N plus 5, où on a inventé des produits dérivés 5 étages au-dessus, on peut adapter l'algorithme à partir de là, mais c'est constructif, ce n'est pas le truc qui va à la limite. Pour ce qui concerne la limite, je n'ai eu que la contemplation métaphysique. C'est pourquoi j'écris les livres. J'écris les livres pour essayer de dire qu'il y a un problème dans la probabilité. C'est bien pour ça le premier livre, le sous-titre, c'est la fin de la probabilité. Donc pour moi, ça reste encore un problème de métaphysique pure, où j'essaie de savoir dans quel univers mental cette limite peut être posée. Et je termine. Et la réponse, c'est quoi finalement l'algorithme qui serait la solution? C'est le marché lui-même, justement. Voilà. Donc il n'y aura pas d'algorithme supérieur au marché. Donc moi, par exemple, je suis absolument contre le trading algorithmique. Pour moi, c'est une aberration. En une phrase, je peux vous démontrer que l'existence des produits dérivés est un argument contre l'existence d'un algorithme statistique de trading. Et alors, précise-nous ce que c'est qu'un marché, comme étant différent d'ordinateurs qui s'envoient sur des bases statistiques, qui s'envoient des messages de vente et d'achat. C'est parce que le marché, virtuellement, on peut traiter de façon nouvelle, innovatrice, un produit dérivé de rang N plus 1, alors que l'algorithme, lui, est toujours dans un univers d'hypothèse de rang N. Donc l'algorithme de trading, on peut vous démontrer ça, tout algorithme de trading qui est basé sur un apprentissage statistique, même s'il va évoluer et lui-même se raffiner, si on a une stratégie de trading, qu'un algorithme de trading sur les actions est en train d'appliquer, on peut démontrer que, vu par l'algorithme, c'est comme s'il avait assigné une valeur fixe à un certain produit dérivé. C'est ça que ça veut dire. Parce que toute stratégie dynamique, comme Boris l'a fait là pour Black & Scholes, toute stratégie dynamique de trading d'un actif financier est équivalent à se donner la prime d'un produit dérivé. Ça, on peut le démontrer en finance. Or, c'est ça l'erreur, c'est que si l'algorithme est en train implicitement de supposer qu'un certain produit dérivé a une valeur, pour moi c'est faux, parce qu'il n'y a pas de valeur dans le marché, il n'y a que des prix. Ça veut dire que dès que ce produit dérivé serait virtuellement créé, et réellement créé et mis au marché, le prix qu'il aura va contredire l'algorithme. Donc il y aura quelqu'un, le trader de ce produit dérivé-là, qui gagnera contre celui qui utilise l'algorithme. Alors, donc là, il y a deux choses, il faudra que tu reviennes, c'est la différence entre valeur et prix. Souvent, on se dit, ben tiens, il y a des valeurs sous-jacentes, des valeurs dans le monde réel, et puis le prix, ça tâtonne pour essayer d'aller aussi près que cette valeur qui serait liée à nos besoins, qui serait liée, etc., etc. Mais peut-être avant même ça, ma question sur qu'est-ce que c'est qu'un marché, il me semble avoir compris, mais peut-être que j'ai mal compris, que pour toi, un marché, tu y faisais référence tout à l'heure, c'est des makers, ce sont des humains, donc hors probabilité, qui crient, qui disent, qui font des fourchettes. Tu nous as donné l'exemple, c'est des humains qui font des fourchettes, qui disent à un moment donné j'achète ou je vends, et qui sont donc réunis sur l'ancien modèle. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il est ancien, dans quelle mesure il se perpétue, dans quelle mesure... Mais il doit rester. Voilà. Mais donc c'est quoi ces makers, ces market makers? Tu peux nous expliquer un petit peu? Là, tu nous as donné très brièvement tout à l'heure, mais tu peux rentrer... C'est quoi un market makers par rapport à un algorithme? Pour moi, c'est fondamental, parce que... Alors, pour revenir sur la notion de valeur, encore une fois, moi, j'ai le luxe ou le privilège d'être dans un truc très dérivé ou très marginal, qui est, encore une fois, le marché de produits dérivés. Donc, quand je dis valeur, c'est valeur des produits dérivés. Je ne vais pas discuter la valeur au sens moral, au sens... Donc, pour moi, un produit dérivé a de la valeur. C'est comme ça qu'on appelle les algorithmes et les théories, ça s'appelle des théories de valorisation des produits dérivés. C'est lorsque... Comme Black Scholes est le premier modèle d'évaluation ou de valorisation des options. Évidemment, depuis 50 ans, c'est 50 ans l'année prochaine, hein, l'anniversaire de Black Scholes. Depuis que la formule a été inventée, les algorithmes sont devenus beaucoup plus sophistiqués parce que la volatilité est devenue stochastique, etc., etc. Mais peu importe, ça reste des algorithmes de valorisation des options parce qu'ils seront basés sur
des raffinements du mouvement brownien, où la volatilité devient stochastique, où il y a des sauts, etc. Mais ce seront toujours des algorithmes basés sur la théorie de la probabilité, avec à un moment donné un modèle stochastique bien déterminé, et avec ça, dans un arbre de décision, on calcule en reculant en arrière la valeur du produit dérivé, et pour moi, c'est ça la valeur, et pour moi, c'est ça qui va être contredit par le prix, parce qu'on a l'impression qu'on a évalué le produit dérivé pour démontrer une formule, utiliser une formule, et pour écrire un papier théorique ou pour écrire un livre de valorisation, mais c'est faux, en fait, on l'a valorisé pour le traiter dans le marché. Or, l'ironie va faire que dès qu'on le traite dans le marché, le prix va s'écarter de la valeur. Sinon, pourquoi avoir un marché si l'algorithme me donne la valeur? C'est pourquoi, pour moi, le marché est toujours dominant. Le marché est toujours quelque chose qui va faire exploser l'étage de la fusée et donc donner le prix de la chose. Donc, le prix, toujours, ce n'est pas que le prix tâtonne, c'est que le prix est toujours la chose qui va venir ruiner la valorisation. Et donc, il n'y a que des prix de marché. Et encore une fois, je n'ai pas encore trouvé le formalisme qui me donne le prix ultime de toute chose, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas. C'est comme dire qu'on prédit le futur, c'est fini. On sait que le futur, c'est la contingence absolue, il n'y a pas. Je dis, il n'y aura pas de réponse, Dieu merci. Donc, qu'est-ce que ça laisse? Ça laisse peut-être, certains m'ont appelé un mystique, ça laisse simplement un être humain, je dis bien humain, pas une machine, parce que la machine, c'est un algorithme. Or, je viens de démontrer que les algorithmes sont contradictoire avec la présence de marché. Donc ça laisse quoi? Ça laisse un marché qui est fondamentalement fait par des êtres humains, j'insiste. Il y aura des tas d'algorithmes, parce qu'évidemment, on pourra toujours faire un algorithme qui va gagner de l'argent pendant 6 mois, on a vu sur les graphes ce matin. Il perdra le double dans les 2 années qui suivent. Donc ça veut dire que c'est mauvais. Même si un algorithme gagne de l'argent pendant 10 ans, et la 11e année, il perd tout, ça veut dire que tout était mauvais. On ne peut pas philosophiquement penser qu'il a eu raison pendant 10 ans. Non, soit on gagne de l'argent tout le temps, soit pas. Donc tout algorithme ne gagne pas de l'argent. Et qui va gagner de l'argent de façon consistante? C'est le market maker qui va être en situation humaine dans le marché et qui va avoir sa fourchette qui lui permet juste d'avoir l'espace de respiration qu'il faut pour pouvoir vendre et acheter plus bas. Et il va prendre un risque quand même, parce que les prix peuvent décaler, et il doit être obligé de couper sa position, etc. Donc il y a une véritable discipline. Il faut apprendre à la douleur. Je ne pense pas qu'une machine puisse souffrir. C'est parce qu'on a mal qu'on va essayer de s'en tirer de la situation. Donc il faut absolument, in fine, qu'il y ait un market maker qui va lui-même donner le prix des choses. D'ailleurs, les algorithmes, aussi auto-adaptifs soient-ils, etc., ils ont toujours des paramètres qu'un humain va régler. Donc, on a assez vite fait, d'ailleurs, d'évacuer l'idée que la machine va faire tout. Donc, pour moi, le marché, c'est vraiment cette chose que je n'ai pas trouvé d'autres moyens de dire combien c'est massif et combien c'est profond que de dire c'est le futur. C'est le futur qui est rendu présent, pas du tout dans un sens réducteur, parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui ont dit « Ah oui, le marché financier est en train de nous prendre, de voler notre futur. De nous voler, merci, le futur, de nous dérober le futur en le rendant présent. » Non, c'est juste, on est en train de dire dès aujourd'hui, on est en face de la contingence massive du futur, et c'est la contingence des marchés. Donc pour moi, le marché, c'est la chose. Donc on devrait être heureux de toucher la matière du futur dès aujourd'hui. Avant de toucher la matière du futur, je te propose que tu nous dises le passé du marché, la notion de prix, la notion d'action, la notion de compagnie. Oui. Tu nous fais une généalogie de ceci. Exactement. Qui, moi, m'a semblé très éclairante. Parce qu'en fait, ton discours, il se situe à plusieurs niveaux. On a vu des considérations de pousser les choses à la limite, qu'est-ce que ça fait, puis là, on suit, on ne suit pas. Qui sont simples. Mais, qui sont, voilà. Il n'y a rien de plus simple que l'infini. Mais des fois, qui font peur un petit peu aux gens, peut-être. Voilà. Et en même temps, tu as un discours, une partie de ton discours, on verra après le discours par rapport à la littérature, qui nous parle beaucoup à nous littéraires, mais tu as aussi un discours historique en nous disant, il n'y a pas toujours eu ce que tu appelles un marché, un prix, etc. Et là, juste pour que tout le monde ait bien noté, je crois qu'il faut vraiment se libérer de notre idée a priori un peu bon sens du marché, qui est, moi j'habite à Gif-sur-Yvette, je vais au marché de Gif-sur-Yvette, j'ai un maraîcher qui vient d'Orléans, qui cultive des pommes de terre et qui me vend ses pommes de terre. Là c'est un marché, il y a un prix des pommes de terre qui calcule en fonction du prix, etc. On parle de produits dérivés. Et tu ne prétends pas parler des pommes de terre, tu parles des produits dérivés. J'espère qu'on aura le temps de voir quel est le rapport entre
la finance des produits dérivés et le prix des tomates, parce que je crois qu'il y en a un, mais pour le moment, on n'est pas là. Donc, généalogie du marché, ça a commencé quand et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous aurez bien vu que pour moi, la valeur, c'est mauvais, le prix, c'est bon. Donc, ça, je crois que pour moi, la valeur, c'est un truc vicieux, qui est métaphysiquement vicieux, parce qu'on nous fait croire qu'il y a un fondement aux choses et que les états du monde sont déterminés une fois pour toutes, alors que je suis en train de dire non, il n'y a aucune détermination. Donc, en fait, ce qui est mauvais en finance, c'est la dette, dans ma lecture. Le subprime, c'est une crise de crédit. Hein. Donc, pour moi, le subprime, c'est une mauvaise crise, parce que c'était une crise du crédit, et que le crédit est mauvais. On a finalement fini par déposséder tous les pauvres qui avaient cru à pouvoir acheter des maisons de leur maison, alors que ce qui est bon en finance, d'après moi, c'est les actions, c'est le equity. Alors, tout ça, c'est venu historiquement dans ma reconstitution. Non, enfin, c'est vrai que historiquement, ça s'est passé comme ça. Alors, quand est-ce qu'on est passé de ce qui était mauvais, donc du marchand de Venise qui prête de l'argent, la dette, et lorsqu'on ne peut pas la rendre, il faut couper un morceau de la chair, etc., aux actions, c'est en 1602, quand les Hollandais ont inventé la compagnie de l'Inde, Company of East India. Ils ont eu l'idée géniale. D'ailleurs, moi j'ai appris ça en lisant le livre de comment il s'appelait, un écrivain anglais qui s'appelle The Ascent of Money, j'ai oublié son nom. Donc il paraît qu'en 1602, ils ont eu l'idée de dire, au lieu que je te prête de l'argent et tu me le rends, et si tu ne me le rends pas, je vais prendre ta maison, etc. Non, on va tous les deux investir dans une même société, on devient actionnaire, ça s'appelle Joint Stock Company, donc on devient tous les deux preneurs de risques. Peut-être que c'est toi qui apportes l'argent, moi qui apporte le navire, moi qui apporte l'idée, peu importe. Donc on va tous les deux devenir co-actionnaires dans l'entreprise ou dans le bateau qui va aller en Inde et revenir. Mais si on perd de l'argent, si le bateau coule, personne ne doit d'argent à personne, puisqu'on est tous les deux perdants. Mais par contre, le upside, comme on dit, le gain est illimité. Ce n'est pas que moi je gagne des fortunes et après je te rends juste les 100 euros que tu m'as prêtés. Donc ça, cette invention qui a eu lieu historiquement, disons, peut-être que je schématise un peu en 1602, du passage entre la mauvaise dette et la bonne action, c'est presque un jeu de mots, a eu lieu en 1602. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que presque immédiatement, ça a libéré tout le monde et presque immédiatement, le stock exchange, donc la bourse, s'est créée. C'est qu'avant, la dette, c'était comme un miroir où on se regardait, je t'ai prêté de l'argent, tu me regardes, alors on attend soit que tu me rendes de l'argent, soit que je te tue, en fait. Si tu ne me le rends pas, donc c'est la mort. Donc c'était complètement, j'allais dire, morbide comme chose. D'ailleurs, la dette, c'est soit tu me rends donc 1, soit tu ne me rends rien, tu fais défaut, ça veut dire c'est 0. La dette, c'est 0 ou 1, comme la probabilité. N'oubliez pas que la probabilité est mauvaise pour moi parce que c'est 0 ou 1, alors que moi je cherche la chose supérieure à la probabilité. Donc on passe de ce mode-là qui est vicieux de la dette au mode où tout le monde devient actionnaire, donc tout le monde devient preneur de risques. Et aussitôt, à ce même moment, les gens ne se regardaient plus face à face à travers le miroir de la dette. Ils sont tous allés dans la rue, d'ailleurs on appelle ça street, Wall Street, pour s'échanger les actions de cette société dont ils étaient devenus actionnaires. Et aussitôt, comme il pleuvait, on a mis un plafond et c'est devenu la bourse. Donc c'est vraiment comme ça que la bourse est née. Mais pour moi, aussitôt, c'est ça que j'avais compris au moment de l'écriture du premier livre, que dès que ce passage de la dette à l'action a eu lieu, donc moi que je traduis comme passage du schéma morbide de la probabilité. Pourquoi morbide? Parce que la probabilité vous fixe les états du monde une fois pour toutes. La probabilité réduit le futur à des scénarios connus, aussi complexes soient-ils, mais prédéterminés. Donc passage de cette situation morbide de la probabilité / dette, etc., à quelque chose, on se libère de la probabilité. Et pour moi, dans ce passage-là, on n'a pas tout simplement inventé l'action qui suit le mouvement brownien que Boris a montré, mais tout de suite la chaîne entière des produits dérivés. C'est pour moi ça. Parce qu'on peut démontrer. Tu peux nous développer ça parce que, donc moi, de nouveau, j'essaye de reprendre ce qu'on comprend. Oui. La dette, on peut se dire, c'est chaque fois on met de l'argent puis on reçoit de l'argent. Ou défaut. Voilà. Etc. Mais il y a deux modèles très très différents de faire ça. Le modèle de la dette où je vous emprunte ceci et je promets de vous rendre ceci, et puis il y a un taux d'intérêt, et puis il y a ceci, mais on est entre deux. Et c'est par rapport au passé, qu'est-ce que je vous ai donné? Je devrais vous rendre ça. Voilà. Avec un petit risque qui fait que peut-être je ne vais pas vous rendre, mais c'est pour ça qu'il y a un taux d'intérêt, ou alors vous me tuez, ou pas, voilà. Etc. Mais tout ça, c'est un certain modèle. Et puis il y a un autre modèle qui peut ressembler à la même chose, parce qu'on met de l'argent. Oui. On met de l'argent, mais on ne met pas de l'argent qui va être remboursé plus tard. Voilà. On met de l'argent pour une compagnie
Hein, une entreprise, on se donc prend il y a une prise de risque. Les deux, une prise de risque, une prise entre nous qui fait compagnie, qui fait qu'on devient compagnon, qu'on est indissociable pour quelque chose qui est une action dans le futur exactement, et pas le repayer futur. Quelque chose. C'est ça, j'ai rien à ajouter, c'est exactement ça. C'est qu'on passe tout d'un coup d'une vision passée à une vision future, avec tous les risques et toute la contingence que ça implique. Et j'insiste que tous les produits dérivés, pour moi, sont nés à ce moment-là. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a une bourse, dès lors qu'il y a un mouvement, dès lors qu'il y a une bourse, il y a l'aléatoire. Donc il y a le mouvement brownien. Et s'il y a le mouvement brownien, donc il y a les options. Ça veut dire que tout de suite, on va faire les calls, les puts, la volatilité. Et s'il y a les options, où est-ce qu'elles sont les options? Elles ne sont pas sur le papier théorique de Black-Scholes qui ont inventé les options. Elles sont tout de suite traitées en bourse. Donc c'est fini. Donc on a toute la chaîne. Dès qu'on a la bourse, on a toute la bourse. On ne peut pas avoir moins. Et à ce moment-là, on est dans ce mode-là qui est hors probabilité et dont ça a été ça le tournant pour que aussi j'écrive mon livre, dont j'ai trouvé par exemple une illustration philosophique dans l'œuvre de Quentin Meillassoux, qui est le premier qui a dit « la contingence est absolue ». Donc je retourne un peu l'ontologie, ce n'est plus le verbe « être » qui est la base, être comme état du monde, donc fixe, mais c'est le verbe « peut être », donc le « can be ». Donc moi, je vais par exemple utiliser ce retournement pour essayer en moins de poser ma matrice philosophique. D'accord. Mais attends, moi je suis un peu épais. Et en plus, je pense que tout le monde se rend compte ici que ce qu'on est en train de faire en retournant à East India Company en 1602 et en disant que c'est quelque chose de merveilleux qui se passe à ce moment-là, parce qu'on sort d'un régime de dette, c'est la naissance de ce qu'on appelle capitalisme. Et c'est un moment intrinsèquement colonialiste, d'expansion du monde, parce que ça se fait avec l'East India Company, et c'est sans doute pas un hasard, etc., etc. Donc, on est en train de s'émerveiller devant quelque chose que d'habitude, les gens comme nous, enfin vous, d'habitude, on se méfie de ces choses-là. C'est pourquoi je vais paraître... Pro-capitaliste, etc. C'est pour ça qu'Eliéage, c'est un peu difficile de dire ce qu'il dit devant certains cercles, parce qu'on se dit, mais d'où il tombe ce bonhomme pour nous faire l'éloge de la beauté futuristique et émancipatrice du capitalisme et pas du colonialisme. Le colonialisme, on pourrait en discuter, mais en tout cas, du capitalisme, d'accord? Mais la réponse, c'est que ce n'est pas le capitalisme pour moi. La bourse, c'est pas le capitalisme, c'est peut-être New York. La bourse, c'est Chicago. Tu peux préciser ça? Donc, la bourse, c'est la technologie qui permet de mettre le futur entre nos mains et le futur dans tout son aléatoire. Alors, si on ne veut pas accepter l'existence de l'aléatoire et on veut croire que l'économie est planifiée, c'est votre problème. Mais à mon avis, vous vous trompez. Donc, si l'aléatoire existe, il faut la bourse. Donc, c'est même... Enfin, bon, je suis peut-être détestable à vos yeux, mais c'est un peu, j'allais dire, j'ai envie de garder... Moi, je disais ça, au contraire, je trouve que tu es très... Non, mais j'ai envie de garder la pureté de mon raisonnement, parce que moi, je suis animé par un problème, j'allais dire, métaphysique, que je n'ai pas encore résolu. C'est ça qui m'aiguillonne. Donc c'est pour ça que j'ai dit, OK, je m'occuperai plus tard de politique, laissez-moi d'abord arriver à la solution. Et je crois que je finis par arriver à l'aide de Pierre Ménard et tout ça. Donc j'ai fait une conférence il y a un mois où, en relisant Pierre Ménard pour la 10 000e fois, je crois que j'ai trouvé la réponse. Mais on en parlera une autre fois. Donc je suis aiguillé... donc pour moi, ce n'est pas le capitalisme. D'ailleurs, j'ai envie d'être moi-même ignorant. Je ne sais pas ce que c'est le capitalisme. Moi, je n'ai pas étudié le marxisme. Je ne sais même pas ce que ça veut dire accumulation. Mais par contre, là, tu as répondu. Déjà, tu dis pourquoi. Et ça, je crois qu'il faut vraiment tous qu'on l'entende, quoi qu'on pense du capitalisme ou tout ça, c'est technologie du futur, incertitude du futur, contingence, massive, etc. Là, je crois qu'il y a beaucoup de gens en dehors de toi qui disent, c'est même une sorte de vulgate que de dire que la finance, s'il y a quelque chose comme une justification de la finance, et là on pourrait discuter, mais ça me semble quand même difficile de pas du tout prendre ça en compte, même si on est critique, c'est justement pour gérer de l'incertitude et pour regarder l'avenir et pour entreprendre des choses ensemble pour l'avenir qu'on ne peut pas faire tout seul et qu'il faut faire à plusieurs. Alors on peut faire ça sous forme de coopérative, on peut faire ça sous plein de formes. Mais c'est une question de regarder l'avenir et de faire des choses ensemble et de se dire, là il y a quelque chose que tu n'as pas introduit, on en parlera j'espère tout à l'heure avec Harris, qui est une question aussi d'assurance. Pas assurance au sens où la dette, vous me rendez mes 100 €, ou alors il y a un taux d'intérêt, etc. Mais oui, on se lance dans le futur et en même temps, on veut un petit peu assurer ce qu'on fait. Est-ce que ça serait faux de dire que tous ces produits dérivés, c'est justement le fait que quand on envoie un bateau en Inde ou quand on lance un nouveau produit, etc., il y a une part d'espoir, il y a une part d'incertitude et que de mettre des produits, de multiplier les produits dérivés,
ce qui se faisait dès 1600, ça fait partie de ce jeu, ça fait partie de ce jeu de négociation entre nous de ce que pourrait être le futur et de ce qu'on fait, action, face à ce futur. Alors bon, la finance est beaucoup plus grande que la bourse, hein. Donc moi, ça me dépasse la finance que tu viens de décrire là sur comment faire la finance ensemble, etc. Encore une fois, moi, je veux rester dans ma ligne très fine et très, je ne veux pas dire modeste, mais très, très ambitieuse, au contraire, qui est celle des produits dérivés. Donc oui, j'aime toujours utiliser la bourse comme le truc, enfin le guide de ce que devrait être une réflexion sérieuse sur la massivité du futur. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas le capitalisme, parce que, encore une fois, pour moi, c'est presque un problème de mathématiques. C'est trouvez-moi, encore une fois, la catégorie supérieure à la probabilité pour essayer de comprendre ça. Et la raison pour laquelle je suis toujours un peu motivé par ma recherche, c'est qu'il ne faut pas croire que les financiers eux-mêmes, même les plus puissants que je peux voir, sont au courant du problème, encore une fois. Enfin, ils ont eux-mêmes... La finance est devenue autre chose. Maintenant, tout le monde est fasciné par le Bitcoin, tout le monde est fasciné par le deep learning, etc. Donc, parce qu'ils ont peut-être vu que cette chose, ce raisonnement très fin, comme on parlait de la finesse de la littérature de produits dérivés, était finalement, ça ne valait pas le coup pour eux d'être encore poursuivis. Donc, ils ont laissé tomber. Je n'arrive plus aujourd'hui, moi, à écrire un 3e livre, parce que ça n'intéresse plus grand monde, cette réflexion que j'ai menée, où j'ai, par exemple, mené... associé Blanchot à Ménard, à Meillassoux, etc. Donc ça reste pour moi un exercice, enfin, une ambition intellectuelle qui est complètement attachée, encore une fois, aux produits dérivés. Donc pour moi, l'exemple type, c'est la bourse de Chicago, le S&P, le S&P où il y a 10 000 options qui se négocient en même temps sur le S&P. Ça, les gens ne savent pas de quoi on parle. Tout le monde en finance a en tête les algorithmes de trading où il y a une seule courbe comme celle qu'on a vue avec Boris ou qu'on a vue ce matin où l'algorithme va gagner de l'argent, etc. Alors qu'on ignore que sur cet actif-là, qui est par exemple le S&P, il y a instantanément 10 000 produits dérivés qui sont négociés et qui chacun aurait sa courbe. Donc voilà. Mais alors, parce que je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. Malheureusement, moi j'aimerais bien avoir toute la nuit, mais on n'a pas toute la nuit. Tu as super répondu aux questions. Ce que j'aimerais bien qu'on fasse dans le cadre de cette journée-là, c'est que tu nous développes un petit peu, à travers, je crois, l'exemple de Pierre Ménard, qui me semble vraiment très très bon, ce que moi j'ai compris en lisant ton livre, en lisant tes travaux, et tu me dis si j'ai bien compris ou pas, c'est que le maker du marché, la meilleure façon de décrire ce qu'il fait, voilà, c'est de dire qu'il écrit. Oui, et qu'il écrit au sens où Boris Leroy écrit un roman, Emmanuel Pirer, etc. Qu'est-ce que c'est que cette écriture-là? Et qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien, on écrit le futur. Non, on écrit le futur en donnant ces fourchettes. Tu nous as donné l'exemple tout à l'heure, à travers ce travail de fourchettes, etc. Faire le prix, c'est écrire le futur. Et il est difficile pour toi, en tout cas apparemment, de trouver d'autres analogies ou d'autres explications de ce que ça veut dire pour les produits dérivés d'écrire le futur que Pierre Ménard. Pourquoi Pierre Ménard? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que pour moi, je cherchais un terme qui est plus fort et plus précis et plus pointu que prédire le futur. Parce que prédire le futur, pour moi, c'est faible, c'est la probabilité. Je vous ai démontré que ça ne marchait pas à cause de l'argument des produits dérivés. Donc, chaque fois que j'ai un algorithme, encore une fois, qui ressemble à un arbre, donc il va remplir l'espace et croire qu'il a rempli tout l'espace, qu'il n'y a aucune possibilité à l'extérieur, c'est ça la tentation de la probabilité, je vous démontre qu'il y a un produit dérivé qui va venir sortir de cet espace. Donc sortir, donc c'est une pointe, alors qu'on avait fait un arbre. D'ailleurs, c'est littéralement des arbres d'évaluation dont on parle. Là, ça se retourne, le produit dérivé vient retourner tout l'arbre. La valeur qu'on a pensé calculer aujourd'hui pour le produit dérivé en pensant qu'on a prévu tout le futur, qu'on a regardé comme un super arbre, on a produit la valeur. Le marché fait que cette valeur-là, ça devient un prix. Donc ça dépasse complètement l'arbre. Donc c'est l'arbre qui s'inverse, ça devient un truc pointu. Donc la pointe de l'écriture. D'ailleurs, en anglais, ça tombe bien, puisqu'il y a le pit. Le pit qui est le puits de la probabilité qui se transforme en tip, le tip of writing, donc la pointe de l'écriture. Donc déjà, moi, ça me paraissait pas mal, surtout de dire que l'écrivain, il est dans le vide. L'écrivain,
il n'a pas d'algorithme, enfin j'espère, hein. Sauf maintenant GPT 3.5 sont capables d'écrire des textes, des algorithmes. Et là, il faudra qu'on en parle. Ça, c'est pour la prochaine session où on entend pas une seule là, on seconde. parlera de GPT. Donc pour moi, l'écrivain est dans le vide avec une pointe matérielle. Et il ne fait qu'éliminer des choses dans le vide. Alors pourquoi Pierre Ménard? Parce que c'est très simple. Pierre Ménard, pour moi, est l'exemple, après mûre réflexion, est l'exemple du plus pur écrivain qui soit. Parce que Cervantes a écrit quelque chose qui s'est révélé être le Quichotte après. D'accord? C'est contingent. Alors que Pierre Ménard a écrit le Quichotte. Donc il ne peut pas être plus précis que ça. Donc il a vraiment... Il n'a pas voulu que la pointe de son écriture... Parce que si on écrit un texte nouveau, la pointe de l'écriture est un peu distraite par la nouveauté. Je veux dire, alors que là, on ne peut pas être plus précis. Il a la pointe de l'écriture la plus précise possible parce qu'il écrit le Quichotte. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que, tu précises ça, et on le fait quand on parle de Pierre Ménard, il ne copie pas. Voilà, c'est ça. Et c'est toute la différence Exactement. entre copier le Quichotte ou l'écrire. Et là, on voit une pureté du geste de l'écriture différente de la copie. Si Pierre Ménard vivait dans un arbre probabiliste, le Quichotte serait dans son passé, donc automatiquement ce serait une copie. Donc il doit forcément être dans un milieu, dans un monde, dans un temps différent du temps de la probabilité et différent du temps des mortels, parce que Pierre Ménard n'existe pas. Enfin, donc il est dans un temps quand même fictif que je suis toujours en train d'explorer, hein, qui est où il n'y a pas de probabilité, il n'y a pas d'algorithme de prévision. Parce que si on prend GPT 3.5, là, le nouveau algorithme, on va lui dire « écris le Don Quichotte ». Le Don Quichotte est déjà écrit, donc il va automatiquement le copier. Il ne peut pas faire autre chose. Il ne va pas s'inspirer du milliard de textes qu'il y a sur Internet pour écrire un truc nouveau. Il va le copier, parce qu'il existe déjà dans son passé. Donc Pierre Ménard peut faire quelque chose de plus fort que l'algorithme qui aujourd'hui est capable de retenir tous les textes qu'il y a sur l'Internet et écrire de nouveaux textes. Donc il est plus créatif que cet algorithme. Et donc lui, c'est le pur écrivain, parce qu'il est en dehors de la probabilité. Donc Pierre Ménard ne vit pas dans l'art de probabilité, il vit ailleurs. Et comme moi, je cherchais un ailleurs de la probabilité à cause de ce que je vous ai dit sur le fait que les produits dérivés, toujours, sont la pointe infinie qui dépasse toute probabilité, c'est comme ça que j'ai connecté les deux, en disant, comme Pierre Ménard, pour moi, dans un livre que j'ai écrit avant la finance, je ne sais pas si tu sais que j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'écriture postérieure », où je ne parle que de Pierre Ménard, et je ne savais pas le lien avec la finance. J'avais déjà déterminé que Pierre Ménard était pour moi, non pas, comme Gérard Genette et d'autres ont pensé, qu'il était une métaphore du lecteur. Parce que tout lecteur de toute œuvre passée réinterprète avec les concepts d'aujourd'hui le texte qu'il lit. Donc tout le monde s'est dit, finalement, Pierre Ménard n'est que la métaphore du lecteur que nous sommes tous quand nous lisons le texte d'un texte passé. Ben non, moi je dis non, c'est un écrivain, ou même l'auteur, le plus pur qui soit. Et comme j'avais déjà dans ma tête cette équation, je me suis un jour rappelé en 2007 de ça, et j'ai connecté les deux, et je me dis, je vais appeler écriture cette technologie supérieure à la probabilité que je recherche pour essayer au moins de qualifier ou de nommer ce que le marché des produits dérivés, ou donc le market maker de produits dérivés, accomplissait. Et là, le résultat de ça, je ne sais pas pour vous, mais dans ma petite tête à moi, ça amène vraiment une intelligibilité à ces processus, et de l'écriture, et de cette finance telle que tu la présentes. À savoir que quand on écrit une phrase, et là, alors, pas forcément les phrases qui font 30 pages comme on a entendu tout à l'heure, mais n'importe quelle phrase, il y a quelque chose de l'ordre de la contingence, à savoir qu'on se lance dans une action pour l'avenir, vers le futur, sans forcément savoir comment ça va finir, où sera le point, qu'est-ce qu'il y aura. Donc cette espèce de direction vers le futur, et un futur incertain, et un futur contingent, on l'expérimente chaque fois qu'on fait une petite phrase, et de se dire que ça se fait d'habitude, alors tout seul, même si on a lu plein de livres, même si on a plein de choses dans notre tête, mais ça se fait tout seul, et que le market maker, ça serait quelqu'un qui ferait un geste finalement analogue à ça, avec une dimension quand même collective. Et là, ça serait une autre question à se poser. Où est la collectivité dans une écrivaine qui écrit? Où est la collectivité dans une market maker qui fait une fourchette ou fait un prix? Ça peut être individuel, hein, on en discutera, mais le market maker peut être tout seul, même s'il est dans un pit. Bon, d'accord. Alors voilà, ça, je ne pense pas qu'on aura malheureusement le temps de rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais... Voilà. Oui, d'ailleurs, je dois partir dans 10 minutes, moi, exactement. Oui. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Une ou deux questions?
Bonjour, du coup je m'appelle Amine, j'ai fait des études d'économie. Enfin maintenant je me suis un peu éloigné de ce milieu. Je veux juste réagir par rapport peut-être à l'absence de lien entre capitalisme et marché et des dérivés. Moi ce que j'ai retenu de mes cours en économie, c'est que le marché des dérivés c'était deux agents qui s'échangeaient un risque. Il y avait quelqu'un qui voulait porter ce risque et l'autre personne voulait se débarrasser de ce risque. Et du coup, pour moi, c'est l'effet miroir. Donc, c'est à New York, c'est les actionnaires qui disent que c'est nous qui prenons le risque, donc nous devons prendre la plus grande part du gâteau dans telle entreprise. Donc, le résultat nous revient à nous en premier parce que nous avons pris ce risque. Et en contrepartie, ils vont à Chicago, par exemple, et du coup, ils vont vendre ce risque, se couvrir par rapport à ce risque. Et du coup, pour moi, il y a un lien plutôt direct, indirect entre le marché des dérivés et le marché des actions. Voilà. Oui. C'est juste un petit commentaire. Voilà. Très bien. Naïf. Peut-être qu'on prend des questions après. Elie répond ou réagit à ces questions. J'ai vu qu'il y avait une main levée ici. Oui, merci. Alors moi, c'est une question un peu liée, mais c'est plus le lien entre dette et action cette fois, entre la mauvaise finance et la bonne finance. Parce que j'ai l'impression justement que sur les marchés boursiers, peut-être qu'ils se sont créés sans la dette, au début par la mise en commun de personnes qui voulaient prendre le risque ensemble, mais il n'y a pas eu de développement des marchés boursiers sans développement de la dette aussi. Et toute la liquidité sur les marchés, elle est alimentée par des mouvements de dette. Bien sûr, il y a la banque, parce que en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que la banque, le compte en banque est forcément capital pour pouvoir financer les achats en bourse. Oui, donc la dette s'est transformée en banque qui ne sert qu'à financer les transactions en bourse. Dans mon schématisme, hein, encore une fois, c'est simpliste, mais c'est ça. Non, c'est pas que la dette a disparu. Bien qu'il y a des gens qui ont proposé que ils ont imaginé un monde où il n'y aurait plus de dette, il n'y aurait que des actions. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un étudiant emprunte pour financer ses études, il donne, on prend une part de son, je sais pas moi, de son avenir. Et à ce moment-là, bon, bref. Pardon, je ne sais pas si j'ai répondu ou. Non. Mais idéalement, on peut imaginer qu'il n'y ait que des actifs échangés en bourse. D'ailleurs, les dettes elles-mêmes, encore une fois, pour revenir aux subprimes dont j'ai parlé ce matin, si les subprimes avaient été échangées en bourse, elles seraient devenues des actions, en quelque sorte, dans ma logique. Et comme elles ne l'ont jamais été, que c'était une bulle spéculative qui était basée sur la croyance en une certaine formule, c'est pourquoi ça s'est effondré. Donc, même une dette, même des bons, des obligations sont échangées en bourse. À ce moment-là, ça devient bon, parce que ça devient échangé en bourse. Donc à ce moment-là, c'est la bourse qui, pour moi, redeem, comme on dit, qui rachète au sens éthique la dette et qui la transforme en actif négocié. L'échange est absolument fondamental. On parlait ce matin du langage qui était aussi du symbole monétaire et du symbole symbolique, du symbole le mot. Et c'était le mot échange qui est crucial. Donc pour moi, l'échange est capital. L'échange, c'est ça qui nous sort de toute fantaisie ou toute mauvaise métaphysique, parce que ça nous met dans le réel, ça nous met en face d'un autre. Donc dès qu'une dette est échangée, pour moi, elle est sauvée. Les subprimes n'ont pas été échangés. Christian Bale n'arrivait pas à vendre, à se mettre en face du marché, donc il l'a fait après. Voilà, moi je dois vraiment prendre une question. Oui, est parti. Non, moi je voulais juste faire un petit rappel sur la fin de la VOC, c'est-à-dire que c'est une aventure qui a un début en 1602, qui est aussi le début un petit peu du business offshore, hein, parce qu'il y a toute une généalogie qui part de là, à partir sur les paradis fiscaux, etc. Mais une chose que je pense importante à rappeler, de manière à bien avoir l'histoire en tête, c'est qu'effectivement ça commence comme une histoire de capital partagé, et ça finit sur justement une faillite, hein, qui est faite parce qu'on se partage beaucoup les dividendes, mais on ne réinvestit pas dans l'entreprise. Et en ça, je pense que c'est une bonne... On se demandait qu'est-ce que c'était le capitalisme, on ne sait pas trop. Je pense que la fin de l'histoire nous dit un petit peu ce que c'est le capitalisme. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Et moi j'ai un truc qui me tourne en tête depuis tout à l'heure. Si du coup alors il faut que je revoie un peu toutes mes priorités, je me dis bon ok, là on passe du modèle des produits dérivés au modèle Ménard, donc Ménard c'est un peu là. Mais alors du coup moi j'ai envie de savoir, il fait quoi Borges en tout cela? Ouais, je veux dire, il représente quoi en termes de personnage conceptuel? Est-ce qu'il n'existe pas et on s'en fiche parce que Ménard de toute façon il est autonome? Mais c'est qui ce type du coup qui va repérer Ménard en fait?
qui va le repérer, qui va regarder Ménard pour ce que Ménard est, en fait. Là, le personnage de Borges, qui est par ailleurs plutôt espiègle, non ? Il y a un côté malin, en fait. Oui, enfin, bien sûr. Et le côté malin de Borges, je me dis, est-ce que ça ne serait pas encore, du coup, l'énième rideau qui cache derrière encore un acteur, encore une possibilité, et en l'occurrence, la possibilité de fictionnaliser Ménard ? Oui, oui. Non, mais de toute façon, si on lit la nouvelle, c'est parfaitement ironique et il fait une critique des courants symbolistes qu'il y avait à l'époque, etc. Donc on voit bien que Borges s'amuse en racontant ça. Donc oui, je suis d'accord. Et surtout, j'ai découvert dans le même recueil une nouvelle que je connaissais, qui est celle de Funès, La mémoire. Et j'ai récemment compris que c'était l'image miroir de Ménard, et c'est ce que je développais dans la conférence, mais ça on en parlera une autre fois. Donc pour moi, Borges, c'est a tout compris. Donc pour juste réagir à ça, oui, enfin, bien sûr, la compagnie de l'Inde a fait faillite. Bien sûr, John Law a fait ce qu'on sait qu'il a fait en France. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant du livre capital pour moi de Jean-Michel Rey, qui est Le temps du crédit, où il parle de cette banqueroute-là. Bon, très bien, bien sûr, toute compagnie peut faire faillite, mais la bourse ne fera pas faillite, à mon avis, c'est ça. Il y aura toujours le marché. C'est mon espoir. Donc, je suis en train de dire ça. La création de la compagnie des Indes a permis de créer une action, la première, mais ça a aussitôt créé la bourse. Donc le stock exchange, qui pour moi est la chose sacrée. Et encore une fois, je répète que c'est parce qu'il n'y avait pas la sanction de la bourse sur le subprime qu'il y a eu le subprime. Je développe ça en long et en large dans le Black Swan, hein, parce que moi aussi j'ai été motivé par la crise pour écrire ce livre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci pour les questions. Merci Elie, à une prochaine fois. Alors on continue la discussion. Merci.